Vous savez, il y a ce moment qui arrive quand vous étudiez l'astrophysique professionnellement, où soudain l'abstrait devient concret. Quand les équations sur un tableau noir, quand les données dans des feuilles de calcul, quand les modèles théoriques deviennent soudainement des événements réels se produisant dans le ciel au-dessus de nous. Quand les théories que vous apprenez et enseignez depuis des décennies percutent soudainement le monde réel avec la force de milliards de tonnes de plasma voyageant à des millions de kilomètres par heure. Ce moment est arrivé pour des millions de personnes le 1er octobre 2026. Pas parce qu'ils étudiaient l'astrophysique. Pas parce qu'ils prêtaient attention aux prévisions météorologiques spatiales. Pas parce qu'ils comprenaient ce qu'était une éjection de masse coronale ou ce que signifiait une tempête géomagnétique. Mais simplement parce que leurs lumières se sont éteintes. Toutes. En même temps. Sur une zone géographique de la taille d'un continent. Laissez-moi vous transporter à ce moment-là. Je veux que vous imaginiez que vous êtes debout dans une grande ville métropolitaine. Disons New York, ou Chicago, ou Toronto, ou Los Angeles. Le temps d'automne est agréable. C'est la fin de la matinée. Les gens sont au travail, menant leurs affaires comme d'habitude. Les gens consultent leur courriel. Les gens assistent à des réunions. Les gens passent des appels téléphoniques. Les enfants sont à l'école, apprenant leurs leçons, utilisant des ordinateurs, tapant sur des claviers. La ville fonctionne à l'électricité comme elle le fait toujours. Comme elle le fera toujours, pensez-vous. L'électricité est une infrastructure. C'est un arrière-plan. C'est une infrastructure. C'est le système invisible qui fait fonctionner la civilisation. Vous n'y pensez pas. Vous ne le remarquez pas. C'est juste là. Et puis, en quelques minutes à quelques heures, cet arrière-plan échoue. Le courant se coupe. Soudainement. Sans avertissement. Les lumières s'éteignent. Les ordinateurs s'arrêtent. Les ascenseurs s'arrêtent entre les étages, piégeant les gens à l'intérieur. La climatisation cesse de fonctionner. Le chauffage s'arrête. Les réfrigérateurs cessent de fonctionner. Les feux de signalisation cessent de fonctionner. Tout le système électrique qui alimente la civilisation moderne cesse soudainement de fonctionner. Les hôpitaux passent aux générateurs. Ils déclenchent leurs alarmes. Les systèmes d'alarme dans les hôpitaux, les systèmes d'alimentation de secours, tout s'allume. Les salles d'urgence se transforment soudainement en zone de chaos contrôlée alors que le personnel médical s'adapte pour fonctionner sur batterie et générateurs de secours. Les systèmes informatiques s'affolent alors que l'alimentation électrique soigneusement gérée dont ils dépendent est soudainement interrompue. Tous les moniteurs de l'unité de soins intensifs qui affichaient les signes vitaux s'éteignent. Puis l'alimentation de secours s'enclenche et ils reviennent en ligne, fonctionnant sur batterie et générateur. Les répartiteurs de la police parlent dans des radios portatives parce que les réseaux cellulaires sont saturés puis défaillants. Les tours cellulaires qui relaient normalement les appels de millions de téléphones fonctionnent sur alimentation de secours, et cette alimentation de secours ne dure que quelques heures. Après cela, les tours s'éteignent. Les feux de circulation s'éteignent dans des quartiers entiers, provoquant des embouteillages alors que les conducteurs essaient de naviguer sans eux. Les feux rouges deviennent des arrêts à 4 voies, et les intersections deviennent un chaos. Les piétons essaient de traverser les rues avec des voitures qui ne s'arrêtent pas. Des accidents se produisent. Les usines de traitement de l'eau se mettent hors ligne. Leurs pompes nécessitent de l'électricité. Sans cette électricité, l'eau ne peut pas être pompée à travers le système. Les robinets s'assèchent. Les gens réalisent soudainement qu'ils n'ont pas d'eau. Les toilettes ne tirent plus la chasse. Mais voici ce que les gens ne réalisent pas, ce qui compte vraiment, ce que les scientifiques savent, vous regardez la preuve de quelque chose d'extraordinaire se produisant dans l'espace. Vous regardez la démonstration la plus dramatique de physique solaire qui se soit produite dans les temps modernes. Vous regardez les conséquences de notre étoile, le Soleil, démontrant sa puissance à quiconque y prête attention. Vous regardez le Soleil affirmer sa domination sur les systèmes électriques qui soutiennent la civilisation moderne. Et si vous prêtiez attention aux observatoires solaires dans les jours et les semaines précédant cette date d'octobre, si vous regardiez les données affluées des satellites et des instruments au sol, si vous faisiez partie de la communauté de scientifiques qui consacrent leur vie à comprendre le Soleil, vous auriez vu quelque chose de remarquable, le Soleil se dirigeait vers quelque chose de catastrophique. Quelque chose que personne ne voulait voir, mais que tous ceux qui étudient le Soleil avaient prédit. Laissez-moi vous expliquer comment nous en sommes arrivés là. Laissez-moi vous ramener quelques mois en arrière, au moment où les scientifiques ont réalisé pour la première fois ce qui arrivait.
Et laissez-moi vous expliquer pourquoi cet événement compte plus que quelques jours de panne de courant. Le Soleil a un secret. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, nous ne le savions pas. Nous regardions le Soleil comme cette fournaise constante et éternelle dans le ciel. Le Soleil se lève. Le Soleil se couche. Le Soleil réchauffe la Terre. C'est simple. C'est prévisible. C'est éternel. C'est la toile de fond sur laquelle toute la civilisation humaine s'est jouée. C'est la constante par rapport à laquelle nous mesurons le changement. Nous mesurons le temps par le Soleil. Nous mesurons les saisons par la position du Soleil dans le ciel. Nous dépendons du Soleil pour la lumière et la chaleur. Sauf que ce n'est pas une constante. Le Soleil est un système dynamique. C'est un réacteur nucléaire massif avec une masse de 2 × 10 à la puissance 30 kg. C'est un 2 suivi de 30 zéros. Si vous essayez d'écrire ce nombre, si vous écriviez un 2, puis un 0, puis un autre 0, puis un autre 0, et que vous continuiez, écrivant un 0 30 fois, vous compteriez la masse du Soleil en kilogrammes. Ce nombre est si grand qu'il est difficile à comprendre. C'est plus de 99,8% de toute la masse de notre système solaire entier. Chaque planète, chaque lune, chaque astéroïde, chaque comète, chaque grain de poussière, chaque objet orbitant autour du Soleil, tout cela combiné représente moins d'1% de la masse de notre système solaire. Le Soleil est aussi énorme que cela. Et à l'intérieur de cet objet incompréhensiblement massif, à l'intérieur de cette boule de plasma chaud que vous ne pouvez même pas regarder directement sans endommager vos yeux, à l'intérieur de cette sphère géante de matière qui contient assez d'énergie pour alimenter la civilisation humaine pour les quelques milliards d'années à venir, il y a des forces à l'œuvre qui éclipsent tout ce que nous avons jamais créé. Il y a des réactions nucléaires qui se produisent à des taux inimaginables. Shutterstock. L'hydrogène est fusionné en hélium dans le cœur du Soleil. Ce processus libère de l'énergie selon l'équation d'Einstein E = mc². La différence de masse entre 4 atomes d'hydrogène et un atome d'hélium, multipliée par la vitesse de la lumière au carré, cette constante de 99,9 milliards, produit une énorme quantité d'énergie. Le Soleil convertit environ 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium chaque seconde. Chaque seconde. Pas par an. Pas par mois. Pas par jour. Chaque seconde. C'est un taux de conversion de l'hydrogène qui est presque au-delà de la compréhension humaine. C'est assez d'énergie pour alimenter la civilisation humaine, toute la civilisation humaine, du plus petit village à la plus grande ville, toute l'électricité, tout le chauffage, tous les transports, toute l'industrie et des millions de fois. Et le Soleil fait cela continuellement depuis environ 4,6 milliards d'années. Il continuera à le faire pendant encore environ 5 milliards d'années, jusqu'à ce qu'il épuise l'hydrogène dans son cœur et commence à mourir, se dilatant en une géante rouge et consumant les planètes intérieures. Mais l'énergie de ce processus de fusion ne jaillit pas simplement directement dans l'espace en ligne droite. Elle doit d'abord voyager à travers le Soleil. Elle est générée dans le cœur, dans la région où les températures atteignent 15 millions de Kelvin. À cette température, à ce niveau d'énergie thermique, les atomes sont complètement ionisés. Les atomes sont dépouillés de leurs électrons. Les noyaux sont exposés. Et ces noyaux entrent en collision avec une telle force et une telle fréquence qu'ils fusionnent, se combinant pour former des éléments plus lourds. L'énergie est libérée sous forme de photons et de particules subatomiques et de chaleur. Cette énergie rayonne depuis le cœur, étant absorbée et réémise par des particules dans la zone radiative. Les photons sont absorbés par un proton, puis réémis dans une direction aléatoire. Le photon parcourt une courte distance et est absorbé à nouveau. Ce processus continue, les photons effectuant ce qu'on appelle une marche aléatoire à travers la matière dense de l'intérieur du Soleil. En moyenne, il faut environ 1 million d'années à un photon pour voyager du cœur à la surface, effectuant d'innombrables absorptions et réémissions en cours de route. Finalement, l'énergie atteint la zone convective, où la matière est moins dense et moins opaque. Ici, l'énergie est transportée non seulement par rayonnement, mais par convection. Le plasma chaud monte vers la surface. Le plasma froid redescend. Le mouvement est turbulent et dynamique et complexe. Vous pouvez voir les résultats de cette convection dans la photosphère, la surface visible du Soleil. Vous pouvez voir des granules, des cellules de plasma montant et descendant qui créent un motif qui ressemble un peu aux cellules d'un nid d'abeille. Enfin, l'énergie émerge à la surface sous forme de photons que nous percevons comme lumière et chaleur. Les photons se dispersent dans notre atmosphère et frappent nos yeux et provoquent la sensation de luminosité. Ils réchauffent notre peau et provoquent la sensation de chaleur.
Ils font pousser les cultures qui nous nourrissent. Ils alimentent le cycle de l'eau. Ils dirigent le climat. Ils sont la source de presque toute l'énergie sur Terre. Maintenant, c'est là que les choses se compliquent. C'est là que les choses deviennent intéressantes. C'est là que les choses deviennent conséquentes. Le Soleil n'est pas seulement fait de gaz et de plasma. Il est fait de gaz et de plasma qui est imprégné par un champ magnétique. Ce champ est généré par des courants circulant à l'intérieur du Soleil, de la même manière qu'un champ magnétique est généré par un courant électrique circulant dans un fil sur Terre. Si vous prenez un fil et l'enroulez autour d'un aimant, et faites passer un courant électrique dans le fil, vous créez un champ magnétique plus fort. C'est ainsi que fonctionnent les électroaimants. Ce sont des aimants créés par des courants électriques, pas des aimants permanents. Le Soleil a quelque chose de similaire qui se passe en son intérieur. Des courants de plasma, circulant en raison de la convection qui déplace l'énergie du centre vers la surface, créent des champs magnétiques. Ces champs sont tordus et enveloppés et renforcés par la rotation du Soleil. Le Soleil tourne sur son axe une fois tous les 27 jours à l'équateur, mais il tourne plus lentement au pôle, une fois tous les 35 jours au pôle. Cette rotation différentielle, cette différence de taux de rotation entre l'équateur et les pôles, est unique au Soleil. Sur Terre, chaque partie de la planète tourne à la même vitesse. Mais sur le Soleil, différentes latitudes tournent à différentes vitesses. Cette rotation différentielle étire et enroule le champ magnétique, l'amplifiant, le concentrant. Le champ magnétique est normalement confiné à l'intérieur du Soleil. Mais parfois il émerge à la surface. Quand il le fait, il crée des taches solaires, ces régions sombres que vous avez peut-être vues sur des photos du Soleil, ou directement si vous avez déjà regardé une éclipse solaire. Une tache solaire est sombre non pas parce qu'elle est froide, mais parce que le champ magnétique retient le plasma loin de la surface. L'intérieur d'une tache solaire est en fait toujours incroyablement chaud, environ 4000 Kelvin. C'est plus chaud que la surface de n'importe quelle planète de notre système solaire. C'est plus chaud qu'un four électrique. C'est plus chaud que de la lave en fusion. Mais la photosphère environnante, la surface visible du Soleil, est encore plus chaude. Elle est d'environ 5800 Kelvin. Donc par comparaison, la tache solaire apparaît sombre. C'est comme comparer un charbon rougeoyant à un morceau de charbon de bois qui brille en blanc. Le charbon de bois blanc semble plus brillant parce qu'il est plus chaud. La différence de température fait apparaître la tache solaire sombre, même si elle est encore extrêmement chaude. Autour de ces taches solaires, des lignes de champs magnétiques s'enroulent vers le haut et loin du Soleil, s'étendant haut dans l'atmosphère solaire. Parfois, une seule tache solaire a une ou deux boucles magnétiques. Parfois, une région active a des dizaines de boucles, créant des motifs complexes de structures de champs magnétiques. Parfois, ces lignes de champs se croisent. Et quand des lignes de champs avec des orientations opposées se croisent et se reconnectent, quand elles claquent comme des élastiques qui ont été étirés au-delà de leur point de rupture et soudainement relâchés, l'énergie magnétique qui a été stockée dans le champ est libérée. La libération se produit rapidement. Parfois en quelques minutes seulement. Parfois en quelques secondes. Et c'est violent. C'est ce qu'on appelle une éruption solaire, solar flare. Une éruption solaire est l'un des événements les plus énergétiques qui se produit sur notre Soleil. C'est l'un des événements les plus énergétiques de tout le système solaire. Une éruption solaire moyenne libère l'énergie d'environ 10 millions de mégatonnes de TNT. Pour mettre cela en perspective, la plus grande bombe nucléaire jamais testée, la Tsar Bomba de l'Union soviétique, avait un rendement d'environ 50 mégatonnes. Une éruption solaire moyenne libère l'énergie de 200 Tsar Bomba, explosant simultanément. Les plus grandes éruptions solaires libèrent l'énergie de 10 milliards de mégatonnes. C'est environ 100 fois plus puissant que les éruptions moyennes. C'est l'équivalent énergétique de 10 milliards d'armes nucléaires de la taille de la Tsar Bomba. Explosant tout en même temps. En un seul endroit. À la surface du Soleil. Libéré en quelques minutes. Si une explosion de cette ampleur devait se produire sur Terre, elle serait enregistrée par des instruments du monde entier. Les ondes sismiques de l'explosion seraient détectées. Le souffle nivellerait tout sur des centaines de kilomètres dans toutes les directions. Le nuage en champignons s'élèverait jusqu'à la stratosphère. Mais sur le Soleil, les plus grandes éruptions ne sont que des événements de routine qui se produisent pendant le maximum solaire. Elles se produisent plusieurs fois par cycle solaire. Et quand une éruption se déclenche, quand cette énergie est libérée, elle n'émet pas seulement de la lumière dans le spectre visible. C'est une petite fraction de la libération d'énergie.
la majorité de l'énergie est libérée dans des longueurs d'onde qui sont invisibles à nos yeux. L'éruption inonde le système solaire de rayons X et de rayonnements ultraviolets extrêmes, une énergie qui serait complètement invisible à nos yeux mais qui serait dévastatrice pour l'électronique non blindée et pour la peau et les tissus humains si elle atteignait la Terre à haute intensité. Elle accélère des particules, des protons et des électrons et des noyaux atomiques plus lourds à des vitesses qui approchent presque la vitesse de la lumière. Ce sont ce qu'on appelle des particules énergétiques solaires, ou CEP. Ces particules, se déplaçant à des vitesses relativistes, transportent d'énormes quantités d'énergie cinétique. Elles peuvent pénétrer à travers l'atmosphère d'une planète. Elles peuvent endommager l'électronique. Elles peuvent causer le mal des rayons chez les humains non protégés. Et parfois, surtout si l'éruption est grande, surtout si la libération d'énergie est particulièrement violente, surtout si l'éruption se produit dans une région active où le champ magnétique est particulièrement tordu et emmêlé, l'éruption fait quelque chose d'encore plus dramatique. Elle déchire un trou dans la couronne solaire, cette fine atmosphère extérieure qui s'étend sur des millions de kilomètres autour du Soleil. C'est l'une des caractéristiques les plus étranges du Soleil. La couronne devrait être plus froide que la surface. La chaleur s'écoule vers l'extérieur, donc plus vous vous éloignez de la source de chaleur, plus il devrait faire froid. Mais la couronne est plus chaude que la photosphère. Elle atteint des millions de Kelvin. C'est paradoxal. Les scientifiques travaillent encore à comprendre pleinement pourquoi la couronne est si chaude. Mais une partie de l'explication implique des lignes de champ magnétique qui transportent l'énergie de la surface et la libèrent dans la couronne. Quand une grande éruption se produit, quand cette libération d'énergie est particulièrement violente, elle peut déchirer un trou dans la couronne. Quand cela arrive, la matière dans la couronne peut s'échapper. Pas juste un peu de matière. Pas quelques millions de tonnes. Des milliards de tonnes de plasma sont éjectées dans l'espace à des vitesses qui peuvent dépasser 4 millions de kilomètres par heure. C'est plus rapide que la vitesse de libération de notre système solaire par rapport au Soleil. Ces particules sont éjectées avec une telle force qu'elles voyageront à travers l'espace pour le reste de leur existence. Cette éjection de matière, ce lancement de milliards de tonnes de plasma dans l'espace, est appelé une éjection de masse coronale, ou EMC, CME en anglais. Une EMC est un phénomène vraiment impressionnant. Au sens littéral du terme impressionnant, inspirant la crainte et l'émerveillement et un sens de l'échelle qui vous fait vous sentir petit. Une EMC est une bulle de plasma, tordue avec un champ magnétique, de centaines de milliers de kilomètres de diamètre, voyageant à travers l'espace à des millions de kilomètres par heure. L'EMC n'est pas un objet solide. C'est un nuage de gaz ionisé, de plasma. Ce sont principalement des protons et des électrons avec quelques ions plus lourds mélangés. Et tordu à travers ce nuage se trouve un champ magnétique, étiré et emmêlé et sous une tension énorme. Pour mettre la taille en perspective, si le Soleil était de la taille d'un ballon de basket, une EMC serait de la taille d'un ballon de plage. Et elle voyage à travers l'espace à une vitesse qui lui ferait traverser les États-Unis en environ une seconde. Maintenant, la plupart du temps, quand le Soleil expulse une EMC, la Terre n'est pas sur sa trajectoire. L'espace est grand. Le Soleil est au centre, la Terre est à environ 150 millions de kilomètres, une distance appelée une unité astronomique, ou UA, et la plupart des EMC qui quittent le Soleil ne voyagent pas en direction de la Terre. Mais le Soleil lance beaucoup d'EMC. Pendant un maximum solaire, le Soleil pourrait expulser une EMC majeure chaque jour. Avec autant d'EMC expulsés, et avec la géométrie de l'espace, avec les régions actives du Soleil distribuées autour du Soleil et tournant dans différentes directions, parfois l'une d'elles pointe vers la Terre. Quand l'une d'elles pointe vers la Terre, quand le timing et la géométrie s'alignent juste comme il faut, quand la trajectoire de l'EMC est dirigée vers notre petite planète, c'est là que les choses deviennent intéressantes. C'est là que les choses deviennent conséquentes. Une EMC met environ 18 à 24 heures pour atteindre la Terre, selon la vitesse à laquelle elle voyage et à quel point elle est directement dirigée vers nous. Pendant ce temps, les scientifiques ayant accès aux satellites positionnés entre le Soleil et la Terre peuvent la voir venir. Des satellites comme SOHO, l'Observatoire solaire et héliosphérique, qui observe le Soleil depuis 1995. SOHO a des caméras qui peuvent observer le Soleil dans plusieurs longueurs d'onde, et il peut voir les EMC être lancés. Quand une EMC éclate, les caméras de SOHO capturent des images de la matière éjectée. Ou la sonde solaire Parker, qui a été lancée en 2018 avec pour mission de s'approcher le plus possible du Soleil et de mesurer le vent solaire directement. Elle a battu à plusieurs reprises le record de l'approche la plus proche du Soleil par un vaisseau spatial. Elle orbite plus près du Soleil que Mercure.
Elle mesure les conditions dans le vent solaire et l'atmosphère solaire avec une précision sans précédent. Quand une EMC est éjectée du Soleil, elle doit passer par la sonde solaire Parker si la sonde solaire Parker est dans la bonne position. La sonde solaire Parker peut mesurer directement les propriétés de l'EMC. Ou le satellite DSCOVR, l'Observatoire climatique de l'espace lointain, qui est positionné au point de Lagrange L1, un emplacement spécial à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, en direction du Soleil. À ce point, la gravité du Soleil et de la Terre s'équilibre, donc DSCOVR peut orbiter à une position fixe par rapport à la Terre et au Soleil. DSCOVR a des instruments qui surveillent en continu le vent solaire. C'est la première ligne d'alerte pour les événements météorologiques spatiaux se dirigeant vers la Terre. Quand une EMC est détectée par ces observatoires, quand les scientifiques voient les données qui disent qu'une EMC vient vers la Terre, ils peuvent émettre des avertissements. Ils peuvent dire au gouvernement et aux services publics et aux compagnies d'électricité, préparez-vous. Quelque chose de gros se dirige vers vous. Voici quand cela arrivera, plus ou moins quelques heures. Voici à quel point nous estimons que ce sera fort. Voici ce à quoi vous devriez vous préparer. Voici ce qui pourrait arriver. C'est là que l'histoire de 2026 commence vraiment. Où le récit passe des observations de routine de l'activité solaire au moment où les scientifiques ont réalisé qu'ils regardaient quelque chose de gros se construire. Où la routine est devenue extraordinaire. Fin septembre 2026, le Soleil traversait ce que les scientifiques solaires appellent une phase maximale robuste. Depuis environ 2024, le nombre de taches solaires sur le Soleil augmentait régulièrement, comme prévu pendant le cycle solaire de 11 ans. Le cycle solaire de 11 ans avait atteint son pic vers cette époque. Au 26 septembre, il y avait des dizaines de taches solaires visibles chaque jour. Certaines des régions actives, les zones où se forment les taches solaires, étaient énormes. Elles étaient si grandes que vous pouviez les voir sans télescope si vous utilisiez les lunettes à éclipse appropriées, les lunettes spéciales conçues pour protéger vos yeux du rayonnement solaire. Les taches solaires apparaissaient comme de petites taches sombres sur le disque du Soleil. Vous pouviez les regarder bouger alors que le Soleil tournait, les transportant à travers le disque. Et voici quelque chose d'important à savoir, les régions actives plus grandes, statistiquement, produisent des éruptions plus grandes et des EMC plus grandes. C'est comme la différence entre un petit feu de joie et un grand feu de forêt. Plus le tas de bois est grand, plus le feu qu'il est susceptible de produire est grand. Plus il y a d'énergie de champ magnétique stockée dans une région active, plus il y a d'énergie libérée quand ce champ devient instable. Les scientifiques observant le Soleil savaient cela. Ils s'attendaient à quelque chose de gros. Les modèles et les prédictions suggéraient que ce maximum solaire serait comparable au maximum de 1859, l'événement de Carrington, la plus grande tempête géomagnétique de l'histoire enregistrée. Certains modèles suggéraient en fait que le maximum de 2026 pourrait être plus fort. L'activité du Soleil était en passe d'être l'une des plus fortes de l'histoire enregistrée. Et puis, à partir du 25 septembre environ, le Soleil a livré. Il a livré exactement ce que les modèles avaient suggéré qu'il pourrait. Il a livré une démonstration de la puissance qu'une étoile peut rassembler. La première éruption majeure s'est produite le 26 septembre. Elle a été classée comme une éruption de classe X, où X est la plus grande classification pour les éruptions solaires. Les éruptions de classe X reçoivent des notes numériques, allant généralement de 1 à 20 ou même plus, sans limite supérieure stricte. Celle du 26 septembre a été notée X3.2. C'est une éruption puissante, l'une des plus puissantes qui se produit pendant un maximum solaire, mais pas la plus puissante qui pourrait se produire. Ce serait une X20 ou même plus. Ce qui a rendu cette éruption intéressante pour les scientifiques qui l'observaient, c'est que c'était clairement le début de quelque chose. La région active qui l'a produite était pleine de potentiel. Il y avait plus d'énergie stockée dans le champ magnétique. Des événements de reconnexion de champs magnétiques déclencheraient plus d'éruptions. La pression montait. Ce n'était pas un événement isolé. En quelques heures, une autre éruption majeure a éclaté. Celle-ci était une X2.1. Une partie différente de la même région active. Une configuration de champs magnétiques différente. Une libération d'énergie différente. Puis une autre éruption. Celle-ci était une X1.8. Au 28 septembre, il y avait eu 3 éruptions de classe X et des dizaines d'éruptions plus petites, toutes provenant d'une seule région active. La région se déchirait, magnétiquement parlant. L'énergie était libérée par rafales, l'une après l'autre, chacune alimentant la suivante, comme une réaction en chaîne. Chaque éruption libérait une partie de la tension magnétique,
mais de nouvelles lignes de champ émergeaient de sous la surface, et la tension s'accumulait à nouveau, déclenchant finalement une autre éruption. Et chaque fois qu'une éruption de classe X se produisait, chaque fois que l'une de ces explosions d'1 milliard de mégatonnes se produisait sur le Soleil, il y avait une forte probabilité qu'une EMC y soit associée. Que l'éruption déchire un trou dans la couronne et lance des milliards de tonnes de plasma dans l'espace. L'Observatoire de la dynamique solaire de la NASA, un satellite qui orbite autour de la Terre et observe le Soleil avec des détails sans précédent, a capturé des images extraordinaires de ces éruptions. Le SDO transporte des caméras qui observent le Soleil dans plusieurs longueurs d'onde, de l'ultraviolet à l'ultraviolet extrême. Dans ces images, vous pouviez voir des jets de plasma être lancés dans l'espace, s'éloignant en arc de la surface solaire à des vitesses de milliers de kilomètres par seconde. Vous pouviez voir l'atmosphère du Soleil, la chromosphère et la couronne, onduler sous la force des éruptions. Vous pouviez voir des ondes se propager loin du site de l'éruption, comme des ondes à la surface d'un étang quand vous jetez une pierre. Sauf que ce ne sont pas des ondes d'eau. Ce sont des ondes d'énergie magnétique et de plasma, voyageant à des vitesses de centaines de milliers de kilomètres par heure. C'est ce qu'on appelle des ondes de Moreton, et elles sont causées par l'onde de choc de l'éruption se propageant à travers la chromosphère. Les images montraient le champ magnétique être tordu et déchiré. Vous pouviez voir que le champ n'était plus dans une configuration stable. C'était chaotique. C'était dynamique. Il libérait de l'énergie. Le vaisseau spatial SOHO, positionné au point de Lagrange L1 entre le Soleil et la Terre, a détecté les EMC alors qu'elles commençaient leur voyage vers notre planète. SOHO a des caméras qui observent la couronne du Soleil et peut voir les EMC être lancés. Les images montraient d'énormes bulles de plasma, de centaines de milliers de kilomètres de diamètre, se précipitant loin du Soleil à des vitesses dépassant 2 millions de kilomètres par heure. Les scientifiques analysant les images pouvaient voir qu'au moins 2 de ces EMC se dirigeaient grossièrement vers la Terre. Les trajectoires suggéraient qu'elles frapperaient la magnétosphère de la Terre en environ 18 à 24 heures. Et puis quelque chose s'est produit qui a rendu la situation plus grave. Plus sérieuse. Une deuxième région active majeure, située sur une partie différente du Soleil, a commencé à produire de grandes éruptions. Maintenant, vous aviez des EMC venant de plusieurs endroits sur le Soleil, toutes lancées à quelques heures d'intervalle les unes des autres. Les implications étaient immédiatement claires pour quiconque comprenait la physique solaire. De multiples EMC majeurs, arrivant à quelques heures d'intervalle les unes des autres, martèleraient la magnétosphère de la Terre. Au lieu d'une seule perturbation, laissant à la magnétosphère le temps de récupérer entre les événements, il y aurait une cascade de perturbations. La magnétosphère serait dans un état de turbulence constante. L'apport d'énergie serait énorme. Cela s'annonçait comme la pire tempête géomagnétique de l'ère des satellites. Au Centre de prévision météorologique spatiale dans le Colorado, exploité par l'Administration nationale océanique et atmosphérique, NOAA, une agence du gouvernement des États-Unis qui surveille l'activité solaire et émet des prévisions météorologiques spatiales, les scientifiques se rassemblaient autour de leur console. Ils faisaient tourner leurs modèles. Ils calculaient des trajectoires. Ils évaluaient les heures d'arrivée. Ils examinaient les données historiques. Ils consultaient des collègues à la NASA et dans les universités. Ils étaient également confrontés à une décision. Une décision difficile. Les données étaient claires. La prédiction était claire. De multiples EMC majeurs se dirigeaient vers la Terre. Une tempête géomagnétique sévère en résulterait. Mais à quel point étaient-ils certains? Quelle était l'incertitude dans leurs prédictions? Comment devaient-ils présenter cette information au public, aux services publics, aux agences gouvernementales? Les prévisionnistes de la météo spatiale font face à un dilemme constant. C'est le même dilemme que les météorologues affrontent lorsqu'ils prédisent des ouragans. S'ils émettent des avertissements trop alarmistes, ils risquent de causer la panique et des perturbations économiques. Les gens pourraient évacuer inutilement. Les services publics pourraient fermer des infrastructures inutilement, causant des pertes économiques. S'ils sont trop conservateurs, s'ils minimisent la menace, ils risquent d'avoir tort, d'être pris au dépourvu par un événement contre lequel ils auraient dû mettre en garde. Ils risquent de ne pas avoir assez de temps pour que les gens se préparent. C'est un équilibre délicat. Trop d'avertissements, trop d'alarmes, et les gens ne vous croient pas la fois suivante. Le phénomène du garçon qui criait au loup. Trop peu d'avertissements, et quand la catastrophe frappe, on vous blâme de ne pas avoir averti les gens. Dans le cas de la tempête solaire de 2026, l'épreuve était accablante. Les données étaient claires. De multiples éruptions de classe X. De multiples EMC.
Les vitesses des EMC mesurées par SOHO et la sonde solaire Parker. Les mesures du champ magnétique de DSCOVR. Les heures d'arrivée suggérant qu'elle frapperait dans les 18 à 24 heures. La conclusion était claire, ce serait une tempête géomagnétique majeure. Pas le scénario du pire absolu, pas un événement de classe Carrington à tous égards. Mais proche. Très proche. Peut-être le plus proche que nous ayons connu depuis que nous avons commencé à surveiller le Soleil avec des satellites dans les années 1970. La décision a été prise d'émettre une veille de tempête géomagnétique sévère. C'est le plus haut niveau d'avertissement qu'ils peuvent émettre. Sur l'échelle de la météo spatiale, les avertissements vont de mineurs à modérés à forts à sévères à extrêmes. Les avertissements de niveau sévère et extrême signifient que des perturbations importantes des infrastructures sont attendues. L'alerte a été émise aux canaux appropriés. Des avertissements officiels ont été envoyés. Les compagnies d'électricité ont été notifiées immédiatement, via des systèmes de notification d'urgence. Elles ont commencé à mettre en œuvre des protocoles d'urgence. Les ingénieurs qui avaient été formés pour répondre aux menaces météorologiques spatiales ont commencé leurs préparatifs. Ce n'était plus un exercice théorique. C'était réel. Cela arrivait. Les transformateurs ont été déconnectés du réseau pour éviter les dommages dus aux courants induits qui pourraient être causés par une tempête géomagnétique. Le flux de puissance a été réduit dans les zones critiques. Le réseau a été intentionnellement réduit à des niveaux de stress plus bas, de sorte que lorsque la tempête frapperait, elle frapperait un système plus faible qui risquait moins de tomber en panne en cascade. Les générateurs de secours ont été vérifiés pour s'assurer qu'ils étaient opérationnels. Dans les hôpitaux. Dans les centres de données. Dans les usines de traitement de l'eau. Dans toute installation disposant d'une alimentation de secours, les générateurs ont été testés. Les réserves de carburant ont été vérifiées. Les systèmes qui s'enclencheraient si l'alimentation principale tombait en panne ont été vérifiés pour s'assurer qu'ils fonctionnaient. Le personnel a été mis en attente, prêt à gérer manuellement le réseau si les systèmes informatiques étaient compromis ou endommagés. Ces opérateurs de réseau savaient quoi faire. Ils s'étaient entraînés pour cela. Ils avaient fait des simulations. Maintenant, ils allaient mettre cet entraînement en pratique. Les compagnies aériennes ont été informées des perturbations possibles des communications radio et des systèmes de navigation par instrument. Les vols qui passaient normalement au-dessus des régions polaires, où les aurores seraient les plus intenses et l'environnement de rayonnement le plus dangereux, ont été déroutés vers des routes du sud ou retardés jusqu'à ce que la tempête soit passée. Les régions polaires sont là où les effets de la météo spatiale sont les plus forts. Les niveaux de rayonnement sont élevés. La propagation radio est perturbée. Les systèmes de pilote automatique peuvent mal fonctionner en raison de l'environnement de rayonnement. Donc, les avions volant au-dessus des pôles pendant les tempêtes géomagnétiques peuvent rencontrer des problèmes de navigation. Il est plus sûr de les router différemment. Les opérateurs de satellites ont reçu des avertissements. Les engins spatiaux qui pouvaient être mis en mode sans échec, un état de puissance réduite qui protège l'électronique sensible en désactivant les systèmes non essentiels, ont été basculés. Le mode conserve l'énergie et protège les systèmes les plus critiques. La plupart des satellites ont un tel mode pour les urgences. L'armée a été informée des perturbations potentielles du GPS et des communications par satellite. Les satellites GPS fournissent des informations de positionnement qui sont critiques pour les opérations militaires. Si ces satellites fonctionnaient mal ou étaient endommagés, les opérations seraient affectées. Des plans d'urgence ont été activés. Les services d'urgence ont été alertés pour se préparer à d'éventuelles pannes. Les services de police, les pompiers, les services d'ambulance. On leur a dit de s'attendre à des perturbations de courant. On leur a dit de préparer leur système de secours. On leur a dit d'être prêts. Les médias ont repris l'histoire. Les gros titres ont commencé à apparaître dans les journaux et sur les sites web, alerte de tempête solaire majeure émise, des éruptions solaires pourraient perturber le réseau électrique, les scientifiques avertissent d'une tempête géomagnétique sévère. L'histoire a été reprise par les nouvelles nationales. Elle était tendance sur les réseaux sociaux. Et le grand public a commencé à s'inquiéter. Certaines personnes avaient peur. Elles ne comprenaient pas ce qu'était une tempête solaire, mais elles comprenaient que les scientifiques avertissaient de quelque chose qui pourrait affecter leur vie. Certaines personnes étaient sceptiques. Des tempêtes solaires? Cela ressemble à de la science-fiction. Certaines personnes se sont préparées. Elles ont acheté des provisions. Elles ont rempli des baignoires d'eau. Elles ont chargé leurs batteries.
Certaines personnes l'ont complètement ignoré. Voici la chose. La plupart des gens ne comprennent pas vraiment ce qu'est une tempête solaire. Ils entendent tempête solaire et ils pensent à quelque chose comme un ouragan. Un phénomène visible que vous pouvez voir venir sur l'imagerie satellite. Un système qui a une structure claire et un chemin clair que vous pouvez suivre et prédire. Ils ne comprennent pas qu'une tempête solaire est invisible. Ce n'est pas comme un ouragan. Vous ne pouvez pas photographier une tempête solaire avec des caméras ordinaires. Ce n'est pas un système de vent et de nuages. C'est une perturbation dans l'environnement magnétique de l'espace. Ce sont des particules énergétiques voyageant à travers l'espace à des vitesses relativistes. C'est du plasma en mouvement. Ce sont des champs magnétiques tordus et perturbés. Donc, quand les gens ont commencé à lire des reportages sur une tempête solaire majeure à venir, et qu'ils ont regardé dehors et vu que le soleil brillait tout à fait normalement, que le ciel était bleu, qu'il n'y avait pas de nuages sombres, il y a eu un décalage. Certaines personnes ont supposé que les avertissements étaient exagérés. D'autres ont acheté des provisions et se sont terrés chez elles, se préparant à ce qui pourrait arriver. Il y avait même des gens qui croyaient que le gouvernement utilisait la tempête solaire comme couverture pour un autre événement. Il y a toujours une théorie du complot. Certaines personnes pensaient que le gouvernement testait une sorte d'arme et l'appelait tempête solaire pour la dissimuler. Mais les scientifiques étaient sérieux. Les données étaient claires. La tempête arrivait, et elle serait intense. Elle testerait l'infrastructure électrique du monde développé. La première EMC devait arriver le matin du 1er octobre, vers 4 heures du matin, heure moyenne de Greenwich. C'est 4 heures du matin, temps universel. La seconde arriverait environ 12 heures plus tard. Il y avait une certaine incertitude quant au moment exact, les prédictions étaient à plus ou moins quelques heures, et une certaine incertitude quant à la force exacte, mais les trajectoires étaient claires. La tempête frapperait. C'était inévitable. Le 1er octobre est arrivé. Et juste à l'heure, quelques minutes après 4 heures du matin UTC, le moniteur de vent solaire sur le satellite DSCOVR, l'Observatoire climatique de l'espace lointain, est également positionné au point L1, à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, en direction du Soleil, a détecté quelque chose. Il y a eu une augmentation soudaine de la densité des particules. La densité de protons et d'électrons dans le vent solaire a soudainement bondi. La vitesse a augmenté. C'est la signature d'une onde de choc d'une EMC arrivant. Le bord d'attaque de l'EMC, l'onde de choc, avait atteint la position orbitale de la Terre. Les alarmes ont retenti à la NOAA. Les scientifiques qui attendaient ce moment, qui surveillaient les données constamment, avaient soudainement des données réelles arrivant. Pas des prédictions. Des mesures réelles. Au début, d'après les mesures arrivant, d'après les données diffusées par DSCOVR, il semblait que cela ne serait peut-être pas trop grave. L'onde de choc initiale a frappé avec ce que les scientifiques classeraient comme une intensité modérée à forte. La densité a augmenté. La vitesse a augmenté. Mais les lectures n'étaient pas à l'extrémité extrême de l'échelle. Peut-être que ce ne serait pas aussi grave qu'on le craignait. Peut-être que le MC s'était affaibli pendant son voyage depuis le Soleil. Mais ensuite, alors que plus de données arrivaient, alors que le champ magnétique à l'intérieur de l'EMC arrivait, les choses ont changé. Tout a changé. Les lectures ont changé. Les instruments ont détecté quelque chose de nouveau. Le champ magnétique qui accompagnait l'EMC était énorme. Il mesurait environ 1000 nanomètres en magnitude. Pour le contexte, le champ magnétique moyen dans le vent solaire est d'environ 5 nanomètres. Le niveau de fond du champ magnétique interplanétaire est généralement d'environ 5 à 10 nanomètres. Parfois, il atteint des pics à 30 ou 40 nanomètres pendant des événements solaires légers. Mais le champ de cette EMC était 200 fois plus fort que la normale. C'était une amplification énorme. C'était au-dessus des mesures historiques pour l'ère des satellites. Et surtout, le champ magnétique était orienté dans une direction spécifique par rapport au champ magnétique de la Terre. Il pointait vers le sud, à l'opposé de la direction du champ magnétique de la Terre à cet endroit dans l'espace. C'est important. C'est crucial. Quand des champs magnétiques opposés se rencontrent, quand vous avez un champ pointant dans un sens et un autre champ pointant dans le sens opposé, ils peuvent interagir. Ils peuvent se reconnecter. Quand ils se reconnectent, ils libèrent de l'énergie. Ils permettent aux particules chargées de traverser la limite de la ligne de champ. C'est le mécanisme par lequel l'énergie du Soleil est transférée dans la magnétosphère de la Terre.
C'est ce qu'on appelle la reconnexion magnétique, et c'est l'un des processus les plus importants en physique spatiale. C'est responsable des éruptions solaires. C'est responsable de ce qui se passe quand les champs magnétiques du vent solaire interagissent avec la magnétosphère de la Terre. C'est responsable des pires tempêtes géomagnétiques. Du côté nuit de la Terre, dans la queue magnétique, la région derrière la Terre où la magnétosphère est étirée par le vent solaire comme une manche à air dans un aéroport, les lignes de champs magnétiques ont commencé à claquer. Pas tout en même temps, mais en événements en cascade. Le claquement a libéré une énergie énorme, et il a accéléré des particules qui ont spiralé vers les pôles de la Terre. L'apport d'énergie était énorme. Le taux de transfert d'énergie du vent solaire à la magnétosphère a dépassé tous les records historiques. L'indice Kp, qui mesure l'intensité des tempêtes géomagnétiques, a atteint 9. L'échelle va de 0 à 9, et elle était au maximum. En quelques minutes, l'aurore est devenue visible. Pas seulement visible aux hautes latitudes au Canada ou en Scandinavie ou en Alaska, où les aurores se produisent régulièrement pendant l'activité solaire. Mais visible loin, très loin au sud du cercle arctique. Les gens dans le nord des États-Unis, dans le Montana, dans le Minnesota, dans le Wisconsin, voyaient des lumières étranges dans le ciel. La haute atmosphère était illuminée par des particules descendant de la magnétosphère, entrant en collision avec des atomes d'oxygène et d'azote, les excitant, les faisant émettre de la lumière. À New York, l'aurore était visible. Des rapports sont arrivés de gens dans les rues voyant des lumières vertes et rouges danser à travers le ciel. Les couleurs allaient du vert au rouge au violet. Les lumières dansaient et scintillaient et ondulaient à travers le ciel. C'était magnifique. C'était impressionnant. C'était un signe visible que quelque chose d'extraordinaire se produisait. Mais c'était aussi un signe de danger. La perturbation magnétique a été enregistrée par des magnétomètres dans des stations au sol du monde entier. Les lectures étaient extrêmes. Sur l'échelle internationale qu'index, qui mesure l'activité géomagnétique de 0 à 9, 9 étant le plus extrême, les lectures atteignaient 9 pendant de longues périodes. L'échelle était au maximum. Les aiguilles des compteurs analogiques étaient bloquées au maximum. Les affichages numériques montraient des 9 encore et encore. Le magnétomètre à Barrow, en Alaska, qui se trouve au bord de l'ovale auroral, la région où les effets géomagnétiques sont les plus forts, a montré des lectures qui dépassaient tout ce qui figurait dans les relevés modernes. Dans les sous-stations électriques à travers l'Amérique du Nord, les systèmes de surveillance déclenchaient des alarmes. Le champ magnétique changeant induisait des courants dans les longues lignes électriques. La loi de Faraday de l'induction électromagnétique, l'une des lois fondamentales de la physique, s'affirmait. Un champ magnétique changeant à travers un conducteur induit un champ électrique. Ce n'est pas théorique. C'est réel. Cela se passe en ce moment. Les grands transformateurs, qui sont essentiellement des bobines de fil enroulées autour de noyaux de fer, qui sont conçus pour convertir la tension vers le haut et vers le bas dans les systèmes électriques, subissaient des forces qui menaçaient de les détruire. Les courants induits chauffaient les enroulements. L'isolation était soumise à un stress. Les systèmes de protection essayaient de déconnecter l'équipement pour éviter les dommages. Le courant circulant à travers un transformateur qui a été frappé par une tempête géomagnétique n'est pas un courant normal. C'est un courant continu, un courant direct. Les transformateurs sont conçus pour fonctionner avec du courant alternatif, courant AC. Un courant AC change de direction 60 fois par seconde en Amérique du Nord. Un courant DC n'alterne pas. Il circule dans une direction continuellement. Les courants DC peuvent amener les transformateurs à saturer, à atteindre leur flux magnétique maximum. Quand un transformateur sature, les enroulements peuvent surchauffer. L'isolation peut se dégrader. Et malgré toutes les précautions, malgré les préparatifs, certains transformateurs ont échoué. La première panne majeure a eu lieu au Québec, au Canada. Un transformateur dans une sous-station cruciale a surchauffé et a échoué. Ce transformateur était un nœud critique dans le réseau électrique. L'énergie qui y circulait a dû circuler ailleurs. La charge a été redistribuée à d'autres transformateurs en aval. Ces transformateurs, transportant soudainement plus de courant qu'ils n'étaient conçus pour en gérer, ont également commencé à surchauffer. Les systèmes de protection fonctionnaient correctement. Ils faisaient ce pourquoi ils étaient conçus. Ils déconnectaient l'équipement avant qu'il ne puisse être endommagé. Mais la conséquence était que de plus en plus de parties du réseau étaient déconnectées. Un par un, les systèmes de protection déconnectaient les transformateurs du réseau pour les protéger des dommages. Une cascade de pannes a commencé.
Elle a commencé au Québec et s'est propagée. En quelques heures, la majeure partie du Québec était sans électricité. Plus de 6 millions de personnes dans le noir. Pas d'électricité. Pas de chauffage. Pas de lumière. Pas de réfrigération. Pas moyen de charger les téléphones ou les ordinateurs portables. Le réseau avait échoué. C'était le soir quand le courant a été coupé. Les gens étaient chez eux ou essayaient de rentrer chez eux. C'était septembre tournant en octobre, donc il ne faisait pas brutalement froid, mais il ne faisait pas chaud non plus. Les gens sans chauffage commençaient à se sentir mal à l'aise. Les pannes se sont propagées au nord-est des États-Unis. D'autres transformateurs ont échoué. New York, l'un des systèmes électriques les plus puissants et les plus fiables au monde, a commencé à connaître des pannes tournantes. Les zones à forte demande électrique ont soudainement perdu le courant. Times Square est devenu sombre. Les enseignes emblématiques qui illuminent la nuit sont devenues soudainement sombres. Les gens dans les rues de Manhattan se sont retrouvés soudainement dans l'obscurité, à l'exception des lumières des voitures et des véhicules d'urgence. Dans le Midwest, la région des Grands Lacs a perdu le courant par immenses pans. Chicago est devenu sombre. Les lumières de la ville se sont soudainement éteintes. Les gens dans les rues étaient confus. Les gens chez eux se demandaient ce qui s'était passé. Minneapolis est devenu sombre. Détroit est devenu sombre. Milwaukee est devenu sombre. Des millions de personnes dans le noir. Des millions de personnes soudainement sans électricité. Vers l'est, la panne a continué. La côte nord-est était en grande partie sans électricité. À Washington D.C., la capitale des États-Unis, les bâtiments gouvernementaux sont passés à l'alimentation de secours. Les services d'urgence se sont mobilisés. Le Pentagone a maintenu le courant. La Maison-Blanche a maintenu le courant. Les fonctions gouvernementales critiques sont restées en ligne. Sur la côte ouest, il y a eu des pannes localisées, mais une gestion coordonnée de l'énergie a empêché un effondrement complet. Le réseau ouest, qui avait été mieux isolé et mieux préparé, a mieux résisté que le réseau est. Mais même sur la côte ouest, il y a eu des pannes. Certaines zones ont connu des perturbations de courant importantes. Mais les dégâts ont été contenus. Le réseau ne s'est pas effondré complètement. Les pannes en cascade n'ont pas continué indéfiniment. Vous voyez, les opérateurs de réseau, conscients du danger, avaient pris des mesures préventives des heures avant que la tempête ne frappe. Ils avaient isolé manuellement des sections du réseau pour empêcher les pannes en cascade. Ils avaient déconnecté les charges non essentielles. Ils avaient redirigé les flux d'énergie. C'est le même principe que la création d'un coupe-feu pour empêcher un feu de forêt de se propager. Les pompiers brûleront délibérément une section de terrain de manière contrôlée pour enlever le combustible au feu. Quand le feu principal atteint cette section, il n'y a plus de combustible à brûler, donc il ne peut pas se propager plus loin. Les opérateurs de réseau faisaient essentiellement la même chose, mais avec l'électricité. Ils enlevaient la charge du réseau de manière préventive. Ils isolaient des sections. Ils empêchaient la cascade de se propager de manière incontrôlable. Grâce à ces actions, au lieu d'un effondrement complet du réseau, dont il aurait fallu des semaines ou des mois pour se remettre, qui aurait pu faire tomber les hôpitaux, les usines de traitement de l'eau, les réseaux de distribution alimentaire, tout, ils ont eu à la place des pannes coordonnées et partielles. Des zones ont été sans électricité pendant des heures, puis des jours, mais pas des semaines ou des mois. Les pannes ont été contenues. Les dégâts ont été limités. Les hôpitaux avec des générateurs de secours ont continué de fonctionner. Les salles d'urgence pouvaient toujours fonctionner. Les ventilateurs pouvaient toujours fonctionner. Les salles d'opération pouvaient toujours mener des chirurgies, car l'alimentation de secours maintenait les lumières allumées et l'équipement en marche. Les patients sous assistance respiratoire étaient en sécurité. La plupart des centres de données, qui avaient investi massivement dans l'alimentation de secours pour assurer la redondance et la résilience, ont continué de fonctionner. Internet est resté largement fonctionnel. Les courriels pouvaient toujours être envoyés. Les informations pouvaient toujours être récupérées du cloud. L'infrastructure numérique dont dépend la civilisation moderne a continué de fonctionner, car elle avait été conçue avec une alimentation de secours à l'esprit. Les services d'urgence se sont adaptés aux pannes et ont continué à opérer. Les services de police ont utilisé leurs radios alimentées par batterie. Ils ont réussi à maintenir la communication et à continuer les opérations de patrouille, bien que beaucoup de leurs systèmes informatiques soient hors ligne. Les pompiers étaient toujours capables de répondre aux appels. Les ambulances roulaient toujours.
Les systèmes de communication dont dépendent les services d'urgence avaient une batterie de secours et étaient conçus pour fonctionner même pendant les pannes de courant. C'est parce que les services d'urgence avaient appris des pannes précédentes qu'ils devaient avoir une alimentation de secours pour leur système de communication critique. Mais quand même, des millions de personnes ont vécu quelque chose qu'elles n'avaient jamais vécu auparavant. Elles ont vécu sans électricité pendant une période prolongée. Pour beaucoup, c'était la première fois de leur vie. Pour certains, c'était traumatisant. Pour d'autres, c'était une aventure, un changement par rapport à leur routine. Dans le noir, sans électricité, les gens ont commencé à comprendre quelque chose qui nous est généralement invisible. Nous vivons dans une civilisation électrique. Chaque aspect de la vie moderne dépend de l'électricité. Les pompes à eau qui amènent l'eau à votre robinet dépendent de l'électricité. Les systèmes de chauffage qui chauffent votre maison dépendent de l'électricité. Les systèmes de climatisation qui refroidissent votre maison dépendent de l'électricité. Les systèmes de réfrigération qui conservent votre nourriture dépendent de l'électricité. Les systèmes d'éclairage qui illuminent votre maison dépendent de l'électricité. Les systèmes de communication qui vous permettent d'appeler à l'aide dépendent de l'électricité. Les systèmes de transport qui vous amènent là où vous devez aller dépendent de l'électricité. L'équipement médical qui vous maintient en vie dépend de l'électricité. Chacune de ces choses nécessite de l'électricité. Quand le courant a été coupé, les gens ont dû s'adapter. Certains se sont bien adaptés. Les gens avec des générateurs, avec des panneaux solaires et une batterie de secours, avec des poêles non électriques et des systèmes de chauffage alimentés au gaz naturel ou au propane, ils allaient bien. Les hôpitaux avec une alimentation de secours allaient bien. Les maisons de retraite qui s'étaient préparées avec des générateurs de secours pouvaient maintenir les patients en vie. Mais la grande majorité de la population vivait soudainement comme il y a un siècle. Et c'était inconfortable. C'était difficile. C'était désorientant. Une personne âgée qui dépendait d'un lit électrique pour l'aider à sortir du lit s'est retrouvée incapable de se lever. Elle a dû demander de l'aide à sa famille ou à des soignants. Une personne avec une machine CPAP pour l'apnée du sommeil ne pouvait pas l'utiliser. Elle a dû dormir sans, luttant pour respirer. Une personne avec un fauteuil roulant électrique ne pouvait pas le charger. Elle était piégée chez elle ou devait être portée. Une personne diabétique qui dépendait d'un réfrigérateur pour garder son insuline au frais a dû improviser, trouvant des moyens de garder le médicament à la bonne température dans le noir. Les services d'urgence ont répondu. Mais l'ampleur de la crise était énorme. Une région de la taille de plusieurs États était sans électricité, tout en même temps. La demande d'assistance d'urgence dépassait de loin la capacité. Les hôpitaux recevaient plus d'appels qu'ils ne pouvaient en traiter. Les gens avec des conditions médicales n'avaient soudainement nulle part où aller. Dans le noir, les gens se rassemblaient dehors, partageant des informations, partageant de la nourriture, partageant de l'eau. Les communautés qui étaient devenues fragmentées par la technologie et les vies occupées se sont soudainement rassemblées par nécessité. Et puis, environ 12 heures après que la première vague de la tempête a commencé à s'apaiser, la deuxième EMC est arrivée. À ce moment-là, les opérateurs de réseau avaient appris leur leçon. Ils avaient vu ce qui s'était passé quand la première EMC avait frappé. Ils savaient à quoi s'attendre de la deuxième. Ils ont déconnecté plus de parties du système. Ils ont isolé plus de sections pour empêcher les pannes en cascade. Ils ont priorisé l'infrastructure critique et déplacé les ressources énergétiques pour maintenir le service aux hôpitaux, aux services d'urgence et aux usines de traitement de l'eau. Mais la deuxième EMC était plus intense que la première. Les mesures du champ magnétique ont atteint les valeurs les plus élevées qui avaient été enregistrées à l'ère des satellites. Ce n'était pas de classe Carrington à tous égards. L'événement de Carrington s'est produit en 1859, avant que nous ayons des mesures détaillées, mais les estimations suggèrent qu'il était environ 2 à 3 fois plus intense que cela. Mais c'était proche. C'était le plus proche que nous ayons connu depuis 1859. La deuxième vague de la tempête a causé des pannes de transformateurs supplémentaires. Mais parce que le réseau était déjà partiellement déconnecté, parce que les opérateurs étaient déjà passés par là et savaient comment répondre, les pannes ne se sont pas propagées en cascade aussi sévèrement qu'elles auraient pu le faire. Le courant a été coupé dans des zones supplémentaires. Mais l'arrêt était contrôlé. L'infrastructure a tenu bon. Et après environ 24 heures, le pire de la tempête a commencé à s'apaiser. La densité du vent solaire a diminué. Le champ magnétique est revenu à des valeurs plus normales. L'induction de courant dans les lignes électriques a diminué. La restauration du courant a commencé.
Mais c'était lent. Très lent. Avec le nombre de transformateurs défaillants, avec la complexité de remettre en ligne en toute sécurité de grandes sections du réseau, vous ne pouvez pas simplement tout rallumer d'un coup, vous devez le faire progressivement pour éviter d'endommager l'équipement, cela a pris des jours. Certaines zones ont eu le courant rétabli en un jour. D'autres ont pris une semaine. Certaines pannes de transformateurs ont dû être résolues en remplaçant réellement le transformateur, ce qui a pris des semaines. L'impact économique a été immédiatement estimé à des dizaines de milliards de dollars. Peut-être plus. Les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées. Les fabricants qui dépendaient des stocks en flux tendu ne pouvaient pas obtenir de pièces parce que les camions de livraison ne pouvaient pas naviguer sur les routes sans feu de circulation. Les usines ont dû fermer parce qu'elles n'avaient pas d'électricité. Les hôpitaux ont signalé des pénuries de fournitures médicales parce que les livraisons avaient été retardées par les pannes de courant. Le marché boursier a chuté brusquement dans les premiers jours après la tempête. Les marchés ont chuté de 15%. C'est une baisse énorme. Les investisseurs s'inquiétaient des implications à long terme. Ils s'inquiétaient de la façon dont l'économie se remettrait. Ils ont vendu des actions. Le marché a continué de chuter. Il y a eu des discussions sérieuses sur une dépression potentielle. Sur les chaînes d'approvisionnement prenant des mois à se rétablir. Sur les pénuries alimentaires. Sur la possibilité que cette crise puisse plonger le monde dans des difficultés économiques. Mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. Le marché s'est redressé. Les approvisionnements ont été redirigés. Au lieu d'attendre que les réseaux de distribution normaux amènent les marchandises des fabricants au magasin, les détaillants ont travaillé directement avec les fabricants. Les marchandises ont été transportées via des itinéraires alternatifs. Dans certains cas, le gouvernement a facilité le mouvement des fournitures critiques. Les fabricants se sont adaptés. Les usines qui avaient été fermées ont apporté des générateurs portables et ont repris leurs opérations. Les chaînes d'approvisionnement qui avaient été perturbées ont trouvé des chemins alternatifs. L'économie s'est avérée plus résiliente que la panique initiale ne l'avait suggéré. En 2 semaines, la plupart des infrastructures étaient revenues à la normale. En un mois, l'économie s'était largement rétablie. Les pertes financières immédiates ont finalement été estimées à environ 20 à 30 milliards de dollars pour l'Amérique du Nord. Significatif, mais pas catastrophique. Pas l'impact de plusieurs milliers de milliards de dollars qui se produirait si un véritable événement de classe Carrington, la tempête géomagnétique la plus puissante possible, se produisait dans le monde d'aujourd'hui. Pourquoi n'était-ce pas pire? Pourquoi l'économie s'est-elle rétablie relativement rapidement? Pourquoi n'avons-nous pas vu le genre de perturbation à long terme qui aurait pu se produire? La raison pour laquelle ce n'était pas pire était la préparation. Les scientifiques avaient prédit l'événement. Ils avaient utilisé des décennies de données sur les modèles d'activité du Soleil pour prévoir qu'un maximum solaire majeur se produirait dans la période de 2026. Ils avaient averti que des événements majeurs étaient probables. Les opérateurs de réseau s'étaient préparés. Ils avaient étudié l'histoire des tempêtes géomagnétiques. Ils avaient examiné les données historiques sur l'événement de Carrington. Ils avaient compris ce qui pouvait arriver. Et ils avaient pris des mesures pour se préparer. Les ingénieurs qui avaient été formés pour répondre aux menaces météorologiques spatiales avaient pratiqué leurs protocoles. Ils avaient fait des simulations. Ils savaient quoi faire quand la tempête est arrivée. Grâce à ces préparatifs, ce qui aurait pu être un désastre mettant fin à la civilisation a été à la place une perturbation significative. Et c'est la leçon clé de la tempête solaire de 2026. Ce n'est pas que la tempête était faible. Elle était forte. C'était l'une des perturbations géomagnétiques les plus puissantes de l'ère moderne. Les mesures du champ magnétique pendant la deuxième vague se sont rapprochées de la force estimée de l'événement de Carrington de 1859. Mais les courants induits dans les systèmes électriques, le principal facteur qui détermine l'impact sur l'infrastructure électrique, étaient en fait comparables ou légèrement supérieurs à ceux estimés pour Carrington. La raison pour laquelle cette tempête n'a pas été aussi dommageable que Carrington l'aurait été est que la préparation humaine, la connaissance humaine, la compréhension humaine de la physique solaire, ont fait la différence entre désastre et perturbation. Si cette tempête s'était produite en 1926, avant que nous ayons des réseaux électriques, l'impact aurait été imperceptible. Si cette tempête s'était produite en 1986, quand nous avions des réseaux électriques mais avant d'avoir une compréhension détaillée de la physique solaire et avant d'avoir des systèmes d'alerte, l'impact aurait été catastrophique. Mais parce qu'elle s'est produite en 2026, après des décennies de recherche solaire, après le développement de systèmes d'alerte,
après la mise en œuvre de mesures de protection, l'impact a été contenu. La civilisation a survécu. Maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi cette tempête solaire s'est produite en premier lieu. Pourquoi le Soleil a-t-il choisi octobre 2026 pour perdre son sang-froid? La réponse est que le Soleil ne l'a pas choisi. Le Soleil ne choisit pas. Le Soleil n'a pas d'intention ou de désir. Le Soleil fonctionne selon les lois de la physique, et l'une de ces lois est que les régions actives sur le Soleil finissent par devenir instables. Une tache solaire se forme lorsqu'une boucle de champ magnétique traverse la photosphère. Cette boucle de champ magnétique peut stocker d'énormes quantités d'énergie, tout comme un ressort comprimé stocke de l'énergie. Les lignes de champ magnétique sont sous tension. Elles veulent se redresser. Elles veulent se reconnecter. Elles sont comme des élastiques qui ont été étirés. Elles essaient de revenir à leur état détendu. La plupart du temps, le champ magnétique reste dans une configuration stable. La tension s'accumule lentement. La région active grandit. Plus de champs magnétiques émergent de sous la surface. Plus d'énergie s'accumule. Mais parfois, la configuration devient instable. Les tensions deviennent trop grandes. Le champ magnétique ne peut plus supporter le stress. Quelque chose cède. Les lignes de champ magnétique claquent et se reconnectent soudainement. Quand cela arrive, l'énergie est libérée très rapidement. En quelques minutes ou même secondes, l'énergie qui s'est accumulée pendant des jours ou des semaines est libérée d'un coup. Une éruption se produit. Une EMC est lancée. Le processus est quelque peu similaire à la façon dont les tremblements de terre se produisent. La croûte terrestre a du stress enfermé en elle. Les plaques tectoniques bougent, mais la friction empêche un mouvement fluide. Le stress s'accumule. Finalement, le stress dépasse la résistance de la roche, et elle cède. Un tremblement de terre se produit. Le stress est libéré. Les éruptions solaires sont similaires. Le stress magnétique s'accumule dans une région active. Finalement, le champ magnétique ne peut plus supporter le stress. Il claque. Une éruption se produit. Le déclencheur de ce claquement peut être subtil. Cela pourrait être l'émergence d'un nouveau champ magnétique dessous la surface. Cela pourrait être le cisaillement entre différentes parties du champ magnétique. Cela pourrait être la façon dont la région active bouge et tourne en raison de la rotation différentielle du Soleil. Les scientifiques étudient les éruptions solaires depuis des décennies, essayant de comprendre ce qui les déclenche, essayant de prédire quelles régions actives produiront de grandes éruptions et lesquelles en produiront de petites. Ce qu'ils ont découvert, c'est que vous pouvez regarder les caractéristiques d'une région active, sa taille, sa structure magnétique, sa complexité, et estimer la probabilité qu'elle produise une grande éruption. Mais vous ne pouvez pas prédire le moment exact avec certitude. Le processus de reconnexion du champ magnétique est chaotique. Il y a de la turbulence. Il y a des instabilités. Il y a un niveau d'imprévisibilité intégré à un niveau fondamental. C'est pourquoi la prédiction des éruptions solaires est probabiliste. Nous pouvons dire, cette région active a 10% de chances de produire une éruption de classe X aujourd'hui. Pas, une éruption de classe X se produira certainement à 3h47 de l'après-midi exactement. Dans le cas des régions actives qui ont produit la tempête de 2026, tous les signes pointaient vers l'instabilité. De multiples EMC avaient été produites en septembre. Un nouveau champ magnétique émergeait dans les régions actives. La complexité augmentait. La structure du champ magnétique devenait plus compliquée. Les scientifiques disaient qu'il y avait une forte probabilité de plus d'éruptions majeures. Et ils avaient raison. Mais le timing est toujours incertain. Le moment exact où le champ magnétique claquera et se reconnectera, c'est difficile à prédire. C'est difficile à prévoir. C'est pourquoi les avertissements du Centre de prévision météorologique spatiale étaient formulés en termes de probabilité et de délai. Ils ont dit, une tempête géomagnétique sévère se produira probablement dans les 2 à 3 prochains jours. Ils ne pouvaient pas dire, cela arrivera à ce moment exact. Mais quand c'est arrivé à un moment particulier, et c'est arrivé d'une manière particulière, qui était largement imprévisible à partir des premiers principes. C'est quelque chose que les gens n'apprécient pas toujours à propos de la science. La science ne peut pas toujours prédire exactement quand quelque chose va arriver. Mais elle peut prédire que quelque chose va arriver, et elle peut prédire la probabilité, et elle peut comprendre le mécanisme. Et c'est une information incroyablement puissante. Parce que savoir que quelque chose va probablement arriver, et savoir quelles en seront les conséquences, vous permet de vous préparer.
La tempête solaire de 2026 a validé chaque prédiction qui avait été faite sur les conséquences d'une tempête géomagnétique majeure frappant la Terre. Elle a démontré à quel point le réseau électrique est vulnérable aux perturbations géomagnétiques. Elle a montré que, même avec une préparation, des perturbations significatives sont inévitables. Mais elle a aussi montré que la préparation compte. Que avoir un avertissement, avoir compris le problème, avoir pris des précautions, aide. La différence entre désastre et perturbation est la préparation. Et à la suite de la tempête de 2026, une énorme quantité d'efforts a été consacrée à comprendre ce qui s'était passé et comment prévenir des perturbations similaires à l'avenir. Les ingénieurs ont examiné comment et pourquoi les transformateurs avaient échoué. Ils ont découvert que les courants induits avaient été encore plus importants que ce que les systèmes de protection avaient été conçus pour gérer. En réponse, des plans ont été faits pour mettre à niveau les systèmes de protection sur les transformateurs. De nouvelles conceptions pour des transformateurs plus résilients ont été proposées. Des recherches ont été menées pour mieux comprendre les mécanismes de défaillance des transformateurs pendant les tempêtes géomagnétiques. Les planificateurs de réseau ont étudié comment la cascade de panne s'était produite. Ils ont modélisé différents scénarios. Ils ont identifié des points de vulnérabilité dans le réseau où une seule panne pourrait se propager en cascade et faire tomber de grandes zones. En réponse, ils ont conçu des moyens de subdiviser davantage le réseau, créant ce qu'on appelle des micro-réseaux, des réseaux plus petits qui peuvent fonctionner indépendamment si le grand réseau tombe en panne. Les gouvernements ont investi dans des stocks de transformateurs de remplacement. Parce qu'il faut des mois pour fabriquer un grand transformateur, et parce que seules quelques installations dans le monde les fabriquent, il est critique d'avoir des pièces de rechange disponibles. Après 2026, les pays du monde entier ont commencé à conserver des réserves stratégiques de transformateurs, tout comme ils conservent des réserves de pétrole ou d'autres ressources critiques. Les scientifiques dans les universités et les institutions de recherche ont reçu un financement accru pour étudier la physique solaire et la météo spatiale. De nouveaux satellites ont été construits et lancés. Les observatoires au sol ont été mis à niveau. Les collaborations internationales qui avaient été discutées pendant des années ont finalement été financées. C'est le résultat positif de la tempête de 2026. C'était un désastre, mais c'était un désastre qui s'est produit quand nous avions assez d'avancement technologique pour le comprendre et nous y préparer. Si une tempête solaire de cette ampleur s'était produite 100 ans plus tôt, avant que nous ne comprenions la physique solaire, avant que nous ayons la technologie pour observer le soleil en détail, avant que nous ayons des systèmes d'alerte, les conséquences auraient été inimaginables. La panne aurait duré des semaines ou des mois. Les chaînes d'approvisionnement se seraient effondrées. Les gens seraient morts de faim. Le nombre de morts se serait chiffré en millions. Mais en 2026, nous avions la connaissance. Nous avions les systèmes d'alerte. Nous avions des décennies de données sur le comportement du Soleil. Nous avions la capacité technologique de comprendre ce qui se passait et d'y répondre. Cette connaissance, cette préparation, a fait toute la différence. Laissez-moi parler de ce qui se passe quand une tempête géomagnétique frappe la Terre plus en détail, parce que c'est la vraie histoire de pourquoi la tempête a eu les effets qu'elle a eus. La Terre a un champ magnétique. Ce champ est l'une des caractéristiques les plus importantes de notre planète. Il est invisible, intangible, mais il est essentiel à la vie. Ce champ est généré par le mouvement dans le noyau externe liquide de la Terre. Le fer et le nickel, tourbillonnant dans le noyau externe, créent des courants électriques. Ces courants génèrent le champ magnétique qui entoure la planète. Le champ magnétique s'étend vers l'extérieur de la Terre, créant ce qu'on appelle la magnétosphère. C'est une région de l'espace entourant la Terre où le champ magnétique de la planète domine. Ce n'est pas une sphère solide. C'est un système dynamique, changeant et évoluant constamment. La magnétosphère s'étend vers l'extérieur de la Terre d'environ 60 000 km du côté ensoleillé. C'est une distance comparable à la distance de la Terre à la Lune. La magnétosphère s'étend beaucoup plus loin du côté nuit, s'étirant sur des distances de plus d'1 million de kilomètres. Cette sphère de champ magnétique entoure la Terre et nous protège du vent solaire. Sans cette magnétosphère, le vent solaire interagirait directement avec la haute atmosphère de la Terre. Il dépouillerait l'atmosphère avec le temps. Il bombarderait la surface de radiation. La vie telle que nous la connaissons ne pourrait pas exister. Le vent solaire est le flux constant de particules chargées s'écoulant du Soleil. Ce n'est pas une brise douce. Même un jour calme, le vent solaire voyage à environ 400 km par seconde. C'est presque 1 million de miles par heure. C'est assez rapide pour voyager du Soleil à la Terre en environ 4 jours.
Le vent solaire pousse sur la magnétosphère de la Terre. Du côté faisant face au Soleil, la magnétosphère est comprimée. Du côté opposé, elle est étirée en une longue queue, comme une manche à air dans un aéroport, ou comme la queue d'une comète soufflée par le vent solaire. La magnétosphère est constamment poussée et tirée par le vent solaire, mais elle garde sa forme, créant une bulle de protection autour de la Terre. Quand une tempête géomagnétique frappe, quand un vent solaire particulièrement dense et rapide frappe la magnétosphère, la compression devient extrême. Le front de la magnétosphère, au lieu d'être à sa distance normale d'environ 60 000 km de la Terre, est poussé vers l'intérieur à peut-être 30 000 km au moins. La pression augmente énormément. Le champ magnétique est tordu et comprimé et déformé. Et puis, dans la queue magnétique, la région est tirée du côté nuit de la Terre, quelque chose de dramatique se produit. Les lignes de champ magnétique qui ont été étirées et tordues claquent et se reconnectent soudainement. Elles claquent comme des élastiques qui ont été étirés jusqu'au point de rupture puis lâchés. Quand les lignes de champ magnétique claquent et se reconnectent, elles libèrent de l'énergie. Toute l'énergie qui a été stockée dans le champ magnétique est tirée et libérée dans un processus appelé sourrage magnétique. Cette énergie accélère des particules chargées. Ces particules spiralent le long des lignes de champ magnétique vers les pôles de la Terre. Elles se déplacent à des vitesses très élevées, avec des énergies très élevées. Quand les particules atteignent la haute atmosphère, à des altitudes d'environ 100 à 400 km, elles entrent en collision avec des atomes d'oxygène et d'azote. Ces atomes sont excités par les collisions. Leurs électrons sautent à des niveaux d'énergie plus élevés. Les atomes ne sont plus dans leur état fondamental. Ils sont dans des états excités. Quand les électrons retombent à leur niveau d'énergie normaux, plus bas, ils émettent des photons de lumière. La lumière est émise dans des longueurs d'onde spécifiques correspondant à la différence d'énergie entre l'état excité et l'état inférieur. La lumière des atomes d'oxygène, quand elle tombe de l'état excité 2D à l'état 2P, et de la lumière verte, a une longueur d'onde d'environ 558 nanomètres. C'est la couleur verte classique de l'aurore. Quand les atomes d'oxygène tombent d'états excités encore plus élevés, ils émettent de la lumière rouge. La lumière des atomes d'azote est typiquement bleue, à des longueurs d'onde autour de 400 à 425 nanomètres. Quand les atomes d'azote sont à très basse altitude, ils peuvent émettre de la lumière rouge aussi. Cette combinaison de couleurs, cette danse de particules de lumière, est l'aurore. Les aurores boréales. Les aurores australes. L'aurore est belle, mais c'est aussi un signe que quelque chose d'intense se passe dans la magnétosphère. L'aurore est visible quand le flux de particules est fort. Pendant une tempête géomagnétique légère, des aurores peuvent être visibles à des latitudes de 60 à 65 degrés nord ou sud. Cela inclurait l'Alaska, le Canada, la Scandinavie et la Russie dans le nord. Pendant une tempête géomagnétique majeure, des aurores peuvent être vues beaucoup plus au sud que la normale. Pendant la tempête de 2026, des aurores étaient visibles aussi loin au sud que le sud des États-Unis. Des gens en Floride, au Texas, encore plus au sud, ont rapporté avoir vu des aurores. C'est sans précédent dans les temps modernes. À Fairbanks, en Alaska, les gens ont rapporté avoir vu l'aurore au-dessus de leur tête. À Toronto, au Canada, l'aurore était visible. À New York, les gens dans les rues ont rapporté avoir vu des lumières étranges dans le ciel nocturne. Mais l'aurore n'est que le signe visible de ce qui se passe. Sous l'aurore, dans la magnétosphère et au sol, d'autres choses se produisent. Le champ magnétique changeant induit des courants électriques. La loi de Faraday de l'induction électromagnétique, l'une des lois les plus fondamentales de la physique, dit qu'un flux magnétique changeant à travers un conducteur induit un champ électrique et une différence de potentiel à travers le conducteur. Les lignes électriques sont des conducteurs. Les longues lignes électriques, s'étendant sur des centaines de kilomètres à travers le paysage, sont d'excellents conducteurs. Quand le champ magnétique change rapidement, une grande différence de potentiel est induite à travers elle. Le courant induit ne vient pas de l'énergie générée dans une centrale électrique. Il n'est pas causé par le processus de génération d'énergie. Il est induit directement dans la ligne électrique par le champ magnétique changeant dans l'espace. C'est le résultat de la loi de Faraday appliquée au système électrique. La magnitude de ce courant induit dépend de plusieurs facteurs, le taux de changement du champ magnétique, la longueur de la ligne électrique, l'orientation de la ligne électrique par rapport au champ magnétique changeant, la conductivité du sol, et d'autres facteurs. Pendant une tempête géomagnétique majeure, le taux de changement du champ magnétique peut être énorme. Le champ magnétique peut changer de centaines de nanotesla en quelques minutes. C'est un changement incroyablement rapide.
Pour une ligne électrique de 100 km de long, orientée dans la bonne direction par rapport au champ changeant, le courant induit peut être de centaines d'ampères. Or, le réseau électrique est conçu pour fonctionner à certaines tensions et courants. Un transformateur conçu pour fonctionner à un certain courant peut être endommagé si le courant devient trop élevé. Le transformateur chauffe. L'isolation se dégrade. Si le courant est assez élevé assez longtemps, le transformateur tombe en panne. C'est ce qui s'est passé pendant la tempête de 2026. Les courants induits ont dépassé la capacité des systèmes de protection, et les transformateurs ont échoué. Une fois qu'un transformateur tombe en panne, le flux d'énergie est perturbé. L'énergie qui circulait à travers ce transformateur doit maintenant circuler par d'autres voies. Cela peut surcharger d'autres équipements, provoquant une cascade de panne. Cette panne en cascade est le vrai danger d'une tempête géomagnétique. Pas que quelques transformateurs puissent échouer, mais que ces pannes déclenchent une cascade qui fait tomber de grandes sections du réseau. La raison pour laquelle la tempête de 2026 n'a pas été plus catastrophique est que les opérateurs de réseau, comprenant ce risque, avaient isolé manuellement des sections du réseau au préalable. Ils avaient accepté de petites pannes contrôlées pour en empêcher de grandes, catastrophiques. C'est le même principe que la création d'un coupe-feu pour empêcher un feu de forêt de se propager. Vous brûlez une section de terrain de manière contrôlée pour enlever le combustible au feu, de sorte que lorsque le feu principal atteint ce point, il ne peut pas se propager plus loin. Les opérateurs de réseau faisaient essentiellement la même chose. Ils enlevaient la charge du réseau de manière préventive, isolant des sections, pour empêcher les pannes en cascade. C'est pourquoi la préparation compte. Pourquoi comprendre le problème compte. Sans cette compréhension, sans cette préparation, la tempête aurait causé beaucoup plus de dégâts. La tempête solaire de 2026 a enseigné à l'humanité une leçon profonde. Nous vivons dans une civilisation technologique qui est intimement liée au comportement du Soleil. Nos réseaux électriques, nos systèmes de communication, nos réseaux financiers, tout ce que nous avons construit dépend d'un environnement électrique stable. Et cet environnement n'est pas garanti. Il n'est pas stable sur toutes les échelles de temps. Quand le Soleil perd son sang-froid, comme il l'a fait en 2026, nous en ressentons les effets. Mais, et c'est le point crucial, nous pouvons nous préparer. Nous pouvons comprendre. Nous pouvons répondre. C'est le véritable héritage de 2026. Pas une catastrophe, mais un réveil. Et un réveil qui a conduit à la préparation, à une compréhension accrue, à une civilisation plus résiliente. C'est ce qui rend l'histoire digne d'être racontée. En octobre 2026, le Soleil nous a rappelé quelque chose que nous oublions parfois. Nous vivons sur une planète orbitant autour d'une étoile. Cette étoile est puissante au-delà de toute mesure. Et nous, à notre petite échelle, avons la capacité de comprendre cette étoile et de nous préparer à sa puissance. La tempête solaire de 2026 n'était pas le scénario du pire. Mais c'était proche. Et dans sa proximité, dans la façon dont notre civilisation a été testée et a réussi le test, nous voyons un plan pour l'avenir. Un avenir où nous continuons d'investir dans la compréhension du cosmos qui nous entoure. Où nous nous préparons aux dangers qui sont rares mais possibles. Où nous utilisons la connaissance et la coopération pour nous protéger non pas du cosmos, mais de l'ignorance à propos du cosmos. Le Soleil entrera à nouveau en éruption. Probablement dans les prochaines années. Certainement dans les 2 prochaines décennies. Quand il le fera, nous serons prêts. Nous le regarderons venir. Nous comprendrons ce qui se passe. Nous nous préparerons. Nous survivrons. Et nous apprendrons plus, ajoutant à nos connaissances, améliorant notre préparation, rendant notre civilisation plus résiliente à chaque événement. C'est la promesse de la science. C'est le pouvoir de la compréhension. C'est ce qui fait de nous, à la fin, non pas les victimes d'événements cosmiques, mais les maîtres de notre propre destin. La tempête solaire de 2026 l'a prouvé. Et en le prouvant, elle nous a donné de l'espoir. L'espoir que, tant que nous continuons d'étudier, continuons d'apprendre, continuons de nous préparer, nous pouvons exister en toute sécurité dans ce cosmos. Pas protégés du cosmos, mais vivant sagement en son sein. C'est la vraie histoire de l'explosion solaire de 2026. Et c'est une histoire qui mérite d'être rappelée. Le Soleil nous a montré sa puissance en 2026. Et nous avons répondu en approfondissant notre compréhension de lui. C'est la science. C'est le progrès. C'est l'humanité à son meilleur.